Effectivement, j'interviens comme grand témoin. Donc effectivement, je suis aujourd'hui à France Compétences, mais c'est vrai que je travaille depuis maintenant 15-20 ans de manière assez régulière avec l'ensemble des acteurs de l'observation, que ce soit les OREF, que ce soit des observatoires de branche. Et j'ai fait ça parce que d'un point de vue, alors là pour le coup national, hein, et c'est parfaitement clair, mais pour travailler au commissariat au plan sur les travaux de prospective et métiers et qualification, à la DGEFP, j'ai aussi travaillé auparavant à la DARES et puis plus récemment au Fonds paritaire de sécurisation des parcours, où de fait j'ai été mené aussi à voir de manière peut-être plus précise que ce que je n'avais sur le fonctionnement du paritarisme et de son rôle, y compris dans la manière dont l'observation peut se structurer. Et donc, ce que je vais essayer de vous... Et donc, du fait de ces différents postes, bien évidemment, ça m'est amené parfois à participer directement à comment se construit cette observation, mais aussi à repérer comment, au fil du temps, les débats se sont construits, les questions qui se sont posées et comment, à la fois sur des questions de fond, mais aussi beaucoup sur des questions institutionnelles, la structuration a pu se faire de ces questions d'observation, tant du côté régional que du côté des branches. Et c'est vrai que quand on regarde l'exemple allemand, on voit qu'on est sur un système qui est beaucoup moins cadré, hein, mais qui est très vivant et riche de débats. Alors peut-être pour commencer, au moins pour dire de quoi on parle, j'entends par observation ici tous les travaux qui à un moment vont chercher à faire une photographie ou un film, plutôt pour un regard un peu plus dynamique, éventuellement en prospective, sur l'emploi, les métiers occupés, les compétences qui se déploient dans ces activités, les compétences attendues des salariés, voire de ceux qui sont amenés à rentrer dans les entreprises, et ça sur un champ sectoriel, géographique, au niveau régional, à un niveau bassin d'emploi, à un autre niveau, avec des travaux qui sont très fréquemment de nature qualitative, et donc qui s'appuient sur la manière dont on peut rendre compte de la réalité finalement, notamment du travail, mais qui peuvent être aussi de nature statistique, et ces données statistiques, je suis moi-même statisticien d'origine, peuvent relever de la statistique publique, mais peuvent aussi, et c'est assez fréquent, relever de statistiques qui se construisent finalement sur des périmètres, sur des modalités qui sont propres au sujet même qui se pose. Voilà. Et donc, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que l'ensemble de ces travaux d'observation n'apparaissent jamais ex nihilo. Il y a toujours une sorte de demande sociale, parfois qui peut être très présente dans la forme d'un commanditaire, mais parfois plus lié à comme ça, et que tous ces travaux d'observation, qu'ils visent une connaissance un peu générique ou au contraire être axés dans l'action, sont quand même toujours très fortement l'objet de négociations entre des opérateurs un peu techniques qui sont chargés de sa réalisation et finalement une instance plus politique qui va être attentif à la manière de faire. Je pense que cette idée que l'observation n'est pas déconnectée de la commandite politique, c'est quelque chose à avoir en tête parce que quand on regarde la grande diversité précisément de ces travaux d'observation et y compris les remarques qu'on peut dire « Ah mais oui, mais tout ça est illisible parce que tout le monde fait un peu », c'est aussi le reflet de la diversité de la commande politique avec les différents institutionnels qui sont derrière. Et donc la question ne se pose pas, enfin voilà, il faut tenir un peu les deux. Alors si on reprend un peu historiquement, et je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu ni de tout connaître, hein, mais on voit quand même qu'il y a quand même quelques étapes qui sont très nettes. Côté observation au niveau régional, bon, vous le savez, je pense tous, hein, les OREF ont été créés clairement dans le sillage de la décentralisation de la formation professionnelle et apparaissent de manière très formelle à partir de 88 quand l'État et les conseils régionaux finalement se mettent d'accord pour dire on a besoin d'un lieu pour observer et pour essayer de coordonner l'existant. Au fil du temps, on voit que ces OREF,
très généralement reliés au CARIF. Il y a parfois quand même un peu des différences entre les deux, quand même les deux manières de poser le sujet, ont joué très rapidement un rôle assez central d'appui aux acteurs régionaux. Et ça, on peut le voir, y compris, ça peut être pour le cas pour les partenaires sociaux. On va les voir très fortement intervenir au moment où il faut élaborer les grands contrats régionaux. Alors, ils ont changé de nom au fil du temps. Aujourd'hui, ça s'appelle les CPRD-FOP, mais on voit bien qu'ils ont un rôle aussi assez central pour outiller finalement l'ensemble de ces travaux, faire vivre les CREFOP, et puis dans une instance qui a aujourd'hui disparu, mais qui continue à être aussi très actif auprès des COPAREF. Je parle de décentralisation, et donc la décentralisation, ça pousse aussi, et c'est légitime, à une très grande diversité des méthodes. Et donc, on voit bien que cette question de comment à la fois répondre finalement à la commandite politique au niveau régional, et en même temps essayer de mieux structurer ces questions d'observation, c'est une question qui va arriver assez tôt auprès des OREF. Alors, Damien me faisait qu'un de ses premiers postes, il avait travaillé là-dessus au début des années 90. Voilà, moi j'avais plus en tête des choses qui avaient lieu dans les années 2000, notamment autour du groupe ORAF qui avait été mené par le CEREC, précisément autour des outils régionaux d'analyse du lien formation-emploi. D'un autre côté, les questions comme ça vont aussi se structurer sur un champ plus institutionnel. On voit apparaître les premiers travaux, notamment dans le CNFPTLV, le Conseil national de la formation tout au long de la vie, en 2008, où on a les OREF qui travaillent ensemble finalement à quelque chose qui dit voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous avons l'intention de faire. Et puis par la suite, la création de RCO fin 2011, et y compris finalement l'organisation de ce genre de journée qui assure finalement une certaine comme ça. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, au point où on en est, la recherche d'outils communs, de plus organisés, est aujourd'hui très visible sur la dimension CARIF, on va dire, sur la dimension information sur l'information. Et c'est clairement ce qui est aussi transparaît dans la nouvelle convention qui a été signée entre RCO et la DGEFP récemment. Cette dimension-là est bien posée y compris comme une sorte d'obligation de service public, enfin qui renforce très clairement cette dimension. On voit que sur la dimension observation, on n'en est pas à ce niveau-là. C'est peut-être un objectif de moyen terme, c'est posé comme tel. Et derrière, moi je l'interprète aussi comme étant le fait que chacun des OREF a sa propre manière d'intervenir dans son territoire, et parce qu'il est aussi associé finalement aux différents acteurs. Et derrière, on voit aussi les traces de débats. Certains ont pu comme ça, mais pour en rappeler un qui a quand même marqué pendant longtemps les discussions parfois un peu vives entre OREF sur la manière dont il fallait rendre compte du lien formation-emploi. Est-ce qu'on était sur les GFE ou est-ce qu'on était sur le croisement FAP-NSF, et qui derrière traduisait aussi une manière très différente de comment on rend compte finalement de cette question-là. Et je pense qu'il y a encore d'autres sujets qui font l'objet de débats au sein des OREF. Ce qu'on peut quand même constater sur les aspects régionaux, c'est que, il existe des espaces pour discuter, et ce lieu en fait partie, et ça je pense que c'est important. D'autre part, au moins sur la dimension statistique, un usage quand même aussi relativement fréquent de la statistique publique comme un peu référent commun entre les OREF, et que ça modifie les choses, et ça c'est aussi très radicalement différent de ce qu'on voit du côté des observatoires de branche, où là, encore à ce jour, il n'existe pas nécessairement de lieu de discussion, et il n'existe pas de langage un peu commun, mais j'y reviendrai un peu sur ce que nous, on a la charge de faire du côté de France Compétences. Alors, pour regarder sur les aspects plutôt de branches, premier point déjà à noter, il n'y a pas de monopole des branches sur l'analyse de l'observation finalement de ce qui se passe à un niveau sectoriel. On voit qu'il y a aussi, c'est développé
du côté des ministères eux-mêmes, des observatoires, avec des manières de lire finalement les données. On l'a du côté de la santé, on l'a du côté de l'agriculture, voilà, qui ont construit finalement des manières de lire les situations de l'emploi et des compétences dans leur secteur, voire aussi quelque chose qui a été plutôt récent finalement. Je pense par exemple à l'Observatoire des métiers, des emplois et des métiers de l'économie verte, qui a assuré finalement un rôle important en essayant de mieux clarifier les distinctions entre métiers verts, verdissants et donc tout ce que vous pouvez dire. Pour revenir aux observatoires de branche, on voit qu'ils apparaissent dans les années 90. Souvent comme résultat d'une impulsion de l'État, notamment dans le cadre de la politique contractuelle, à l'issue de contrats d'études prospectives ou de travaux finalement qui ont poussé à l'idée qu'il y avait un intérêt à maintenir une observation sur les emplois et les compétences au niveau des branches. Et l'accord de l'ANI de 2003 va généraliser en disant il est nécessaire que chaque branche se dote d'un observatoire. Alors quand on dit ça, on voit bien qu'il y a quelques caractéristiques qu'il faut avoir en tête. D'abord, c'est un observatoire paritaire. Donc en gros, il répond à une commande qui est celle de leur CPNE, la Commission paritaire nationale pour l'emploi, donc représentant patronal et syndical au niveau de la branche. Ils sont financés sur le fonds des OPCA à l'époque, maintenant des OPCO. Mais ce qu'on va aussi voir assez rapidement, c'est la très grande diversité de positionnement des observatoires de branche. On va en avoir certains qui vont être logés dans les fédérations professionnelles, même s'ils répondent aux commandes de la CPNE. Dans d'autres cas, ils vont être logés dans les OPCA, dans les OPCO. Dans d'autres cas, on va même parfois des structures complètement ad hoc qui se montent sous un format typiquement une association paritaire. Et là, comme du côté des OREF, la question de trouver des lieux d'échange va se poser assez vite. Donc, je me souviens aussi d'un groupe de travail qui s'était monté au commissariat général au plan autour des pionniers finalement des observatoires de branche pour essayer de repérer quelle était leur logique, leur positionnement, les types de méthodes qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Voilà. Par la suite, les partenaires sociaux en 2009 vont poser le principe d'une meilleure coordination des travaux d'observatoire de branche en 2009 en créant une structure qui s'appelait donc le comité observatoire et certification, et donc qui notamment a cherché à impulser précisément cette meilleure coopération entre les niveaux des branches, ce qui conduira notamment à demander au CEREC de conduire la première grande enquête sur les observatoires en 2010-2012, permettant de dire, eh ben voilà, alors tu m'as dit c'était pas 130, c'était 126, mais ce qui est plutôt frappant, c'est de voir la très grande diversité de taille, et alors on pourrait qualifier un peu de consistance, c'est-à-dire est-ce qu'on a des équipes permanentes ou est-ce qu'il n'y a pas d'équipe permanente, parce qu'il y a des cas dans lesquels l'observatoire sait commander des études, voilà, et une très grande diversité aussi de positionnement entre ceux qui s'appuient sur la statistique publique et ceux qui plutôt vont utiliser des données qui sont propres à la branche, conduites par exemple sur des enquêtes menées par les fédérations professionnelles, entre ceux qui ont des politiques de communication très larges sur leur métier, comment ils veulent se positionner, et d'autres dont on sait qu'ils existent et qu'ils produisent, mais qui sont beaucoup plus discrets, parce que finalement leur production est d'abord liée à alimenter le dialogue social entre partenaires sociaux de la CPNE, et ça ne donne pas lieu finalement à de publication, mais ça a servi à quelque chose plutôt en interne de la négociation de la branche. Un autre point qui était notable et qui, à mon avis, reste vrai, c'est une des premières productions. Enfin, on voit quasiment que tous les observateurs de branche, à un moment, ont été amenés à construire des référentiels de métiers de leur branche. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois important parce que c'est un matériau qui est très riche et qui permet précisément de repérer comment les métiers s'organisent au sein de la branche. Mais il faut bien voir que cette
référentiel a aussi une fonction, on pourrait qualifier d'identitaire, et pas du tout négativement de ma part, mais bien de dire qui nous sommes, comment fonctionnent nos métiers, mais aussi pourquoi on se différencie des autres. Et je pense que toutes les tentatives qui ont eu lieu à un moment ou à un autre de chercher un peu à mieux structurer la question des observatoires de branche se sont heurtées à cette question un peu identitaire avec finalement des acteurs qui à un moment ont dit mais non, si vous me poussez à une méthode un peu trop commune, vous me faites perdre ma spécificité de mes métiers et donc le cœur même de la raison pour laquelle j'existe. Voilà, alors il n'y a pas si longtemps, on a vu que le coq, de mon point de vue, et là je le regarde un peu extérieur, a un peu essuyé les plâtres sur cette question, et on voit bien qu'il y a eu parfois des tensions qui étaient vives entre les branches et finalement la volonté un peu nationale pour le faire. Au moins je parle sur la partie observatoire, je ne parle pas sur la partie certification qui est un autre domaine. Donc aujourd'hui, la fonction coordination des observatoires, elle est transmise, on va dire, par la loi à France Compétences. Donc je dirai un mot sur comment on envisage de le faire, mais en ayant quand même ça aussi en tête, qui a l'intérêt de qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi important de l'avoir pour ne pas refaire les mêmes types d'erreurs. Voilà. Avant de rentrer sur qu'est-ce que la réforme et comment peut se dessiner demain ce paysage, j'aimerais quand même aussi reparler d'un point que je n'ai pas du tout abordé, qui est la question de l'articulation des branches et des territoires, et notamment de l'articulation de l'observation entre les branches et les territoires. Là, je vous ai présenté les deux réseaux comme s'étant développés de manière parallèle, mais on voit très vite et de manière permanente une sorte d'injonction à dire travailler de manière plus articulée entre la branche et le territoire. Et ça, c'est quelque chose, je pense que tous les rapports publics à un moment qui ont abordé la question disent ça. Ça se termine en disant il faut mieux articuler l'observation entre les branches et les territoires. Et ça revient comme une sorte de mantra permanent. Alors, c'est intéressant quand même de décortiquer sur pourquoi ça revient tout le temps et pourquoi finalement jamais personne n'en est complètement satisfait ou regardé la manière de faire. On voit bien que ce qui est attendu de la branche, d'une certaine manière, pour être un peu schématique, c'est de dire le besoin des employeurs, donc ce qu'on pourrait qualifier de la demande de travail si on était économiste. Côté territoire, on est plutôt dans l'attente de dire quelles sont les capacités, les compétences des actifs présents localement, qu'ils soient actifs occupés, qu'ils soient au chômage ou qu'ils soient ceux qui ont été formés, y compris par toutes les politiques de formation qui ont pu se développer. Et donc d'une certaine manière, l'injonction à l'articulation branche-territoire, c'est implicitement la recherche d'une sorte de martingale dans lequel on dirait voilà, il faut que l'offre et la demande de travail se rencontrent, et donc qui est bien évidemment l'obsession de tous les politiques pour faire baisser le chômage. Y compris en déléguant finalement à l'observation ce rôle-là. Alors mon propos n'est pas de dire que cette demande n'est pas légitime et qu'il ne faut pas y travailler, mais plutôt d'essayer de montrer qu'elle ne fonctionne que si, d'une certaine manière, il y a des acteurs pour la prendre en charge et que ces acteurs-là, ils ne sont pas toujours présents et ils n'existent pas toujours sur cette question d'articulation de branches et de territoires. On regarde un peu les travaux, et je pense qu'il y en aura d'autres exemples qui seront montrés dans les ateliers cet après-midi. Il y a des travaux qui permettent de bien mailler à la fois des questions d'observation au niveau de la branche, au niveau du territoire, voilà, sans faire de liste exhaustive. On en a vu dans les travaux préalables, dans les contrats d'objectifs territoriaux, quand il s'agissait que branches et régions se mettent d'accord sur un certain nombre de schémas de développement de l'apprentissage au niveau régional. On en a pu voir des travaux pour la définition des listes régionales au CPF de la part des COPAREF. Voilà. Et en même temps, quand on regarde qui est derrière ces travaux au croisement de branches et territoires, on voit qu'on trouve à peu près toujours les mêmes branches. On va y retrouver à peu près systématiquement le bâtiment, on va y trouver les hôtels, cafés, restaurants, on va y trouver, quand ils existent, et notamment ils sont très présents, les industries agroalimentaires, on va trouver le santé et le médico-social. Et puis il y a d'autres branches qui finalement sont très peu présentes dans ces travaux, mais finalement c'est parce que, elles
elles ne sont pas nécessairement organisées pour le faire au niveau régional. Et puis d'autre part, parce que on a aussi des branches pour lesquelles la question du régional ne se pose pas, ou se pose pas de la même manière que pour d'autres, parce que précisément leur champ de recrutement, eh ben, il est plutôt à une échelle qui n'est pas à l'échelle du national, mais plutôt une échelle nationale, voire plus large, et où finalement la question du maillage en tant que tel ne va pas de soi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la travailler, mais elle n'apparaît pas spontanément. On voit aussi, et ça c'est aussi quelque chose à noter, qu'il y a beaucoup d'autres projets de coopération, et là plutôt de coopération, on va dire, politique, avec des visées directement opérationnelles pourvu de construire, qui se montent, et qui ne s'appuient pas sur un travail d'observation préalable, parce que c'est le projet lui-même qui crée ses propres données, et que ça ne l'empêche pas de fonctionner. Et donc d'une certaine manière, je pense qu'il y a un peu à avoir cette réflexion qui est de dire à quoi ça sert l'observation entre la branche et le territoire, et finalement, qui est capable d'en faire quel usage. Et cette idée que c'est pas nécessairement en figeant ou en essayant de construire, notamment depuis le niveau national, quelque chose de très structuré dans ces questions d'observation, qu'on arrivera à faire ce qui est finalement attendu, qui est donc permettre aux acteurs au niveau local de travailler conjointement sur des problématiques qui sont les mêmes. Donc ça nous avait conduit quelques-uns, et Damien en faisait partie, mais aussi avec beaucoup à France, enfin France Stratégie n'existait pas encore à l'époque, mais à la création donc du réseau emploi compétences qui est aujourd'hui logé à France Stratégie, en disant ben non, c'est pas déjà il y avait une demande, hein, c'était dans le cadre de la grande conférence sociale 2013 et qui marquait dans les objectifs, il faut arriver à une meilleure articulation de l'observation entre la branche et le territoire, bon, truc qu'on retrouve très fréquemment, et de dire ben il est plus intéressant de faire travailler ensemble les acteurs de l'observation, et de telle manière à ce que, précisément, ils connaissent leurs méthodes, ils connaissent leurs travaux conjointement, et que voilà, il y ait une forme, quelque chose qui existe en forme de réseau, de telle manière à ce que le jour où il y a des acteurs politiques qui ont un sujet à porter, ils soient en capacité finalement de l'appuyer, donc de créer une forme d'utiliser le réseau, y compris l'interconnaissance entre observateurs de branche et observatoires régionaux, pour faciliter finalement l'apparition de projets, les mettre en œuvre plus rapidement, mais ça ne passait pas nécessairement par une forme de normalisation a priori de la production et notamment de l'observation au niveau branche et territoire. Alors voilà un peu ce que moi je perçois au travers de comme ça. Donc aujourd'hui, on est sur une nouvelle étape. Alors bien évidemment, je suis à France Compétences, donc je vais quand même vous dire quelques mots de France Compétences. J'ai été extrêmement intéressé par la présentation sur le BIBB parce qu'on y voit à la fois des choses qui sont très différentes et parce que derrière, ça s'inscrit aussi dans une histoire qui n'est pas la même que d'autres, mais on y voit quand même aussi quelques ingrédients qui d'une certaine manière rapprochent un peu de ce que est aujourd'hui France Compétences, les dimensions de quadripartisme, les dimensions de coopération avec d'autres acteurs. Voilà. Et donc je pense que c'est quelque chose que je garderai en tête et on pourra essayer de voir dans quelle mesure c'est pas intéressant à un moment d'arriver à faire des comparaisons un peu intelligentes sur les modes fonctionnels. Alors, à quoi sert France Compétences? Alors il y a un gros boulot qui est d'assurer le financement, hein, récupérer des contributions des entreprises collectées aujourd'hui par les OPCO, demain par les URSSAF, et puis les redistribuer à l'ensemble des acteurs qui ont des missions à remplir sur le champ de la formation professionnelle. Donc on reverse à l'État pour le programme d'investissement dans les compétences, on le reverse aux OPCO pour les actions de formation en alternance ou la formation dans les entreprises de moins de 50. On va reverser aux associations Transition Pro pour le CPF de transition, pour les opérateurs régionaux du CEP, hein, vous avez vu que la liste a été rendue publique hier, à la Caisse des dépôts, bien évidemment, pour le CPF autonome, là aussi, on est en pleine actualité. Et puis, vis-à-vis des conseils régionaux, on sait que là, il y a des choses qui doivent continuer à avoir quelques fonctions au niveau de l'apprentissage et que c'est aussi via France Compétences que ça passera. Autre rôle de France Compétences, donc, c'est de réguler les niveaux de prise en charge, tous vus, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans la mécanique du calcul des coûts, contrats de l'apprentissage, comment ça se calcule par les branches, mais je peux répondre, peut-être pas là
la tribune, mais comme ça à toutes les questions sur le sujet. On est chargé aussi de désigner et de piloter donc le développement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. Et puis on a une fonction un peu générale de réguler le fonctionnement de la système de formation professionnelle avec une possibilité d'émettre des recommandations sur, on va dire, un champ relativement large. Alors la recommandation, elle peut être très normative, elle peut l'être plus dans le soft power, mais on voit bien que ce rôle-là, aujourd'hui, il a été pris pour ce qui concerne les coûts contrats, mais il est potentiellement beaucoup plus large, et ça, c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, il devra prendre un peu plus de place. Enfin, donc, et là je m'occupe un peu plus de cette partie-là, il y a toute une dimension de assurer la collecte et la qualité des données mobilisées. Il y a un rapport que nous devons produire chaque année qui s'appelle le rapport sur l'usage des fonds de la formation professionnelle et du CEP. Donc il faudra inventer et le format et voilà comment comme ça. Donc ça, je pense que c'est un sujet. Bon, je vous rassure, le premier n'est pas avant fin 2020 et je pense que les vrais, enfin un peu plus structurés, sera plutôt 2021. Et autre rôle où nous sommes chargés finalement de définir tout un programme d'études de données à visée évaluative. Et là, on a travaillé et on a eu, il y a encore très récemment, des travaux pour essayer de construire un programme triennal d'études qui tienne un peu la route avec la DARES, l'ADEP, le Service statistique de l'éducation nationale, le CEREC, en prenant en compte ce qui était prévu en termes d'évaluation du PIC. Voilà, tout ça sous... Je laisserai éventuellement Philippe De Bruyne, qui est président de la commission évaluation de France Compétences, compléter s'il le souhaite. Enfin, parmi les missions qui sont confiées à France Compétences, il y a une phrase, donc, je vous l'ai dit, la consolidation, l'animation et rendre public les travaux des observatoires de branche. Alors, je vous ai dit un peu, les observatoires de branche aujourd'hui ont une très grande diversité de positionnement. Et donc pour ça qu'on va recommencer de réitérer finalement déjà au moins une enquête qui nous permette de recenser qu'est-ce qu'ils sont devenus, combien ils sont, comment ils interviennent. En plus, c'est dans le cadre de la très forte recomposition des OPCO qui vont modifier quel positionnement peuvent avoir les observatoires. Donc ça, il faut qu'on refasse un peu le point sur qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et puis en avoir une liste, y compris avoir des noms et des numéros de téléphone, c'est pas mal. Au moins avoir un annuaire d'une certaine manière de ces observatoires. Et d'essayer de repérer avec eux précisément quels sont un peu les points d'intérêt commun. L'autre dimension sur laquelle on est pour le coup, nous, un peu plus impliqués, c'est de dire si on veut que demain les observatoires finalement acceptent d'être consolidés et animés, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt. Et donc un des moyens de construire cet intérêt, c'est de leur proposer des outils d'ordre technique qui à la fois facilitent les coopérations, mais dans lequel il n'est pas à renier finalement ce qu'ils sont dans leur méthode de travail ou dans leur manière de fonctionner. Donc pour ça, on va tester des outils, alors on va qualifier un peu pompeusement d'intelligence artificielle, mais derrière, c'est l'idée, comment on peut, on a déjà testé, nous, dans notre champ, dans d'autres travaux, par exemple, comment on peut passer d'un libellé libre de métier, la réponse à la question, quelle est la profession que vous occupez aujourd'hui, par des outils de codification automatique, d'aller repérer finalement comment ça se repère dans un ROM. Mais on peut le faire dans n'importe quel référentiel. Et donc l'idée, c'est sur cette base-là, vous voyez que si vous êtes capacité d'avoir une enquête, par exemple, avec une liste de libellés, vous êtes capable de le coder en ROM, mais vous êtes capable de le coder aussi dans n'importe quel référentiel. Et donc à partir de là, y compris d'un strict point de vue statistique, de construire des tables de passage entre des référentiels qui eux-mêmes ont chacun leur propriété propre pour le faire. Donc en gros, c'est des outils de traduction qu'on a envie de proposer pour faciliter finalement cette mise en correspondance, mais dans lequel chacun restera libre de définir la manière dont il structure ses professions, ses référentiels d'activité, et sans les comme ça. Autre outil qu'on va mettre en place,
Là encore, il n'y a rien de très neuf, mais on sait qu'il y a une très forte production des observatoires de branche, qui prend des formes et précisément avec des intitulés qui leur sont propres à chacun. C'est d'essayer de trouver des outils un peu d'indexation automatique de ces travaux pour faire apparaître finalement quelques mots-clés et par là même être en capacité de construire un moteur de recherche, une sorte de grande bibliothèque, même si le terme est un peu pompeux, mais des travaux des observatoires de branches, de telle manière à ce que, il puisse être plus visible et plus facile à mobiliser. Par exemple, c'est vrai pour chez nous, ceux qui sont amenés à instruire les demandes de certification, mais on voit bien l'usage qu'on pourrait en avoir de manière plus large pour faciliter finalement à la fois l'accès à ce type d'informations. Enfin, dernier point, c'est celui des questions de données. Donc c'est à la fois lié à la réforme et pas complètement, mais ça s'inscrit dans un paysage qu'il faut avoir en tête. Peut-être vous connaissez tous la DSN, la déclaration sociale nominative, qui est donc la déclaration que tout employeur doit faire mensuellement pour dire voilà les salariés, les personnes à qui j'ai établi une fiche de paye le mois dernier, comme ça, dans lequel on va avoir des éléments à la fois de positionnement géographique, des positionnements sur quelle est la branche ou la convention collective dont il relève. Et cet élément-là est aujourd'hui en train de prendre, d'exister, de prendre de plus en plus de place, y compris sur la question de la quantification finalement des choses. Et on voit bien, pour reprendre ce qu'on disait sur le simple fait des données, on sera à un moment ou à un autre en capacité à un croisement fin d'un territoire et d'une branche de dire voilà la situation de l'emploi, mais aussi voilà la situation, le nombre de personnes recrutées. Et si on arrive un peu mieux à travailler sur les intitulés de métiers qui circulent dans ces DSN, y compris arriver à un niveau relativement fin de quantification de ces données. Et donc nous, on a tout un enjeu. Il se trouve que dans le cadre de la transfert de la collecte, France Compétences va être amené à avoir un accès à la DSN. On va être plus légitime finalement pour pouvoir retravailler. Et on est en train de réfléchir, y compris comme ça, sur comment mieux mettre à disposition finalement cette information de la DSN pour en faire des données de nature statistique, au bénéfice finalement des observatoires de branche. Mais on voit bien que demain, c'est quelque chose qui pourrait être très largement élargi pour le faire. Alors les données ne règlent pas, absolument pas la question, on va dire, de à quoi sert l'observation de branche territoire. Mais on voit qu'on a déjà un peu une brique particulièrement intéressante qui pourra être amenée à se construire. L'autre branche sur les données, et Karine Seller en parlera peut-être, c'est la grande base de données Agora, qui aujourd'hui est progressivement mis en place par la Caisse des dépôts, mais à la demande de l'État, qui vise à alimenter, à couvrir finalement l'ensemble des formations financées sur fonds publics et paritaires ou mutualisées, et donc dans lequel on a une information de nature individuelle qui dit telle personne, tel jour est rentrée en formation pour faire telle chose. On a des éléments sur les coûts et on peut les suivre. On va aussi rajouter progressivement les données sur les personnes qui ont bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle. Devraient être ajoutées aussi les données qui viendront des certificateurs disant et telle personne non seulement a fait la formation, mais en plus elle a eu la certification, information que personne ne connaît aujourd'hui sur combien de personnes ont été certifiées d'une manière ou d'une autre. Alors bien évidemment, cette base elle est amenée à s'alimenter progressivement. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'accrochage des conseils régionaux, donc plutôt sur les données relatives aux plans régionaux de formation ou autres, mais elle a vocation aussi à accueillir demain les données des OPCA, les données des associations de transition pro, pour couvrir finalement un champ extrêmement large. Et derrière, on sera aussi en capacité de repérer quelque chose qu'on a parfois du mal à repérer, qui est de dire combien de personnes ont été formées sur un territoire donné ou dans une branche donnée, quel que soit le dispositif par lequel il est passé, et qu'est-ce que ça donne et en quoi ça a modifié finalement cette information qui est comment c'est modifié, je ne sais pas si c'est les compétences, mais du moins les capacités des individus présents au niveau territorial, au niveau d'une branche. Donc, je vais un peu m'arrêter là pour vous donner le paysage. Il y aura encore plein d'autres choses qui pourront être construites sur qu'est-ce que devra faire France Compétences à l'égard des associations de transition pro, comment on va pouvoir travailler. Enfin voilà, il y a plein de domaines sur lesquels nous travaillons du côté de France Compétences. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai déjà un peu dit, mais
que la question de l'observation sur la maille branche territoire, en elle-même, je ne crois pas beaucoup à son utilité. Enfin, c'est pas parce qu'on aura, y compris par exemple demain à travers la DSN, des données beaucoup plus précises à la maille branche territoire qu'on aura résolu la question. Derrière, c'est plutôt comment ces données-là servent demain une action qui est conjointe entre les deux, et que ça, c'est à la fois le rôle de ceux qui observent, mais c'est d'abord aussi le rôle des politiques qui ont amené à les faire. Voilà, je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions.